sorry, I wasn't there. Come on! You don't tell me what's going on right now. We are screwed, you hear me? You expect me to believe that pack of lies Mike was out Has just broken the all-time scare record. Get off my tail! What are we doing? We have to get Boo's door and find a step. Hold on! There he is. Why couldn't we? There he is. Hurry up! Hurry up!
Il suffit d'une porte entr'ouverte pour faire basculer tout un monde. Derrière celle qui s'ouvre au début de Monsters & il n'y a pas un château hanté, ni une chambre remplie de jouets. Il y a Monstropolis, une ville immense où les monstres vont travailler, prennent le métro, boivent leur café et paient leurs factures grâce aux cris des enfants humains. Leur économie entière dépend d'une peur qu'ils connaissent à peine. Les enfants sont au centre de leur civilisation, mais ils n'existent pour elles qu'à travers une image déformée. Des créatures imprévisibles, toxiques, presque interdites. Et c'est précisément là que le film de Pixar, sorti en 2001, trouve sa force. Sous les couleurs vives, les blagues et les silhouettes rondes, il raconte une société bâtie sur une peur devenue système. La grande idée paraît simple. Les monstres font peur aux enfants pendant la nuit, recueillent leurs cris comme une source d'énergie, puis reviennent chez eux. Pourtant, dès qu'on regarde le mécanisme d'un peu plus près, tout devient plus intéressant. Les monstres ne sont pas des prédateurs sur deux. Ils redoutent les enfants autant que les enfants les redoutent. Ils répètent des consignes, portent des protections absurdes, évitent de toucher le moindre objet humain et vivent avec l'idée qu'un simple contact peut provoquer une catastrophe. Monsters & inverse donc le conte classique dès sa première scène. Le placard ne mène pas seulement vers la chambre de l'enfant, il mène aussi vers le lieu de travail du monstre. Le monstre, lui, rentre ensuite chez lui avec le stress d'un employé qui a passé une mauvaise journée. Cette inversion est portée par James P. Sullivan, surnommé Sully. C'est une énorme créature bleue et violette, couverte de fourrure, avec des cornes et une présence qui devrait être terrifiante. Pourtant, dans le monde des monstres, il est une vedette rassurante. Il est le meilleur effrayeur de l'entreprise Monsters & le champion qui sait obtenir les cris les plus puissants. John Goodman lui prête une voix grave et chaleureuse qui donne immédiatement au personnage une solidité tranquille. Sully ne cherche pas à dominer les autres. Il est compétent, respecté, un peu fier de son statut, mais surtout habitué à un ordre du monde qu'il ne remet pas encore en question. À ses côtés se trouve Mike Wazowski, petit monstre vert, rond, nerveux et bavard, avec un seul grand œil. Billy Crystal transforme Mike en moteur comique, mais le personnage est plus important qu'il n'en a l'air. Mike n'est pas un grand effrayeur. Il travaille à la maintenance, connaît tous les rouages de l'usine et rêve à sa manière d'être reconnu. Il aime les plans, les règlements, les rendez-vous bien organisés, son appartement impeccablement rangé et sa relation avec Celia, réceptionniste au regard de serpent. Là où Sully possède une confiance instinctive, Mike compense par le langage, l'agitation et la volonté de contrôler chaque situation. Ensemble, les deux forment une amitié très crédible, l'un avance avec son calme, l'autre remplit les silences et s'affole avant même que le danger ne soit visible. Leur quotidien est présenté comme une compétition sportive. Dans l'immense usine, les portes des chambres d'enfants sont suspendues sur des rails, classées, entretenues et envoyées vers les postes d'effrayage. Chaque porte est une ouverture temporaire vers un autre monde. Les employés arrivent, franchissent la porte, provoquent une peur, puis recueillent le cri dans des bonbonnes. Le procédé est industriel, mesuré, presque banal. Les écrans affichent les scores. Les collègues observent les performances. Et le rival de Sully, Randall Boggs, ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il pourrait prendre la première place. Randall est l'opposé visuel de Sully. Mince, violet, articulé comme un reptile, il peut se fondre dans son environnement grâce à une capacité de camouflage qui le rend particulièrement inquiétant. Steve Buscemi lui donne une voix douce, presque polie, mais cette douceur devient vite une menace. Randall ne veut pas simplement faire son travail. Il veut gagner, être admiré, dépasser Sully et obtenir le pouvoir que son rival reçoit naturellement. Il regarde l'usine comme un terrain de conquête. Cette jalousie lui fournit l'énergie que Sully n'a pas besoin de chercher, mais elle l'enferme aussi dans une vision froide des autres. Pour Randall, les enfants ne sont ni des êtres vivants, ni même des sources de peur. Ils sont une ressource à exploiter. Le président de l'entreprise, Henry J. Waternoose, incarne une autre forme de pression. C'est un grand monstre imposant, à plusieurs pattes, dont la voix de James Coburn apporte une autorité ancienne. Waternoose a connu les beaux jours de Monsters & Il a vu l'entreprise devenir le cœur énergétique de Monstropolis, mais il voit aussi les réserves de cris diminuer. Les enfants, explique-t-on, sont de plus en plus difficiles à effrayer.
L'époque change. Les techniques traditionnelles fonctionnent moins bien. Derrière la façade d'une usine pleine de portes colorées, le film installe donc une crise économique très concrète. Quand l'énergie manque, ce ne sont pas seulement des lumières qui risquent de s'éteindre. C'est toute une ville qui découvre que son modèle repose sur une pratique qu'elle ne questionne plus. Les premières minutes font rire parce qu'elles transforment la terreur en bureaucratie. Un apprenti effrayeur s'approche d'une porte, entend le bruit d'un enfant et s'effondre de panique. Plus tard, un employé pense avoir ramené une chaussette humaine sur son dos. Le CDA, l'agence de détection des enfants, débarque alors comme une unité militaire. Les agents rasent la zone, isolent le prétendu contaminé, détruisent la chaussette et effacent la mémoire des témoins. La scène est spectaculaire, mais elle révèle surtout l'ampleur du mensonge collectif. Personne ne sait réellement ce que peut faire un enfant. Tout le monde accepte les procédures parce que la peur est devenue plus confortable que la curiosité. L'agent Rose, escargot aux gestes lents et au regard fatigué, semble au départ participer à cette routine administrative. Elle réclame sans cesse les formulaires de Mike, répète les mêmes phrases avec une patience glaciale et paraît n'exister que pour gêner les héros. Mais même dans ses apparitions les plus comiques, le film laisse entendre qu'elle observe davantage qu'elle ne le montre. Monstrency aime ainsi cacher ses futurs ressorts derrière les personnages considérés comme secondaires. La secrétaire lassée, le clown qui vend des glaçons, le restaurateur sans scrupules, tous occupent des positions modestes dans le récit. Pourtant, chacun fait apparaître un morceau du monde et prépare le moment où cet univers très réglé va se fissurer. Sully commence le film comme le champion idéal du système. Il porte la combinaison d'un salarié modèle, connaît son score, accepte la rivalité avec Randall sans vraiment la comprendre et prévoit simplement de passer une soirée normale avec Mike. Leur sortie chez Harryhausen's, le restaurant où Mike doit présenter Celia, a tout de la parenthèse légère. Mike s'est préparé avec soin. Il veut que son meilleur ami soit là. Celia connaît les deux hommes et les taquine. C'est l'un des grands talents du film. Avant de lancer la crise, Pixar prend le temps de montrer pourquoi cette vie ordinaire mérite d'être protégée. La relation entre Sully et Mike n'est pas annoncée par de grands discours. Elle existe dans les habitudes, les répliques, la manière dont l'un corrige l'autre et dans la confiance qui les unit déjà. Mais Sully retourne brièvement à l'usine parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui. C'est une décision banale, presque invisible, et pourtant elle ouvre la porte à tout le récit. Dans l'obscurité de l'étage des portes, il découvre qu'une porte a été laissée en place après la fermeture. Randall est passé avant lui. Sully s'approche, ouvre la porte et une petite fille humaine traverse l'ouverture. À partir de cet instant, le champion de l'effrayage devient l'homme le plus paniqué de Monstropolis. La petite fille n'a pas de nom connu des monstres. Sully l'appelle Boo parce qu'elle essaie de se cacher dans son costume de monstre et semble prendre ce son pour un jeu. Pour le public, elle est immédiatement reconnaissable par sa curiosité, ses rires, ses dessins et sa manière de ne jamais percevoir le danger selon les règles des adultes. Mary Gibbs, qui interprète Boo, était elle-même très jeune au moment de l'enregistrement. Cette vérité se ressent dans la voix du personnage. Elle ne donne pas l'impression d'un adulte imitant l'enfance, mais d'une enfant qui découvre un plateau de jeu trop grand pour elle. La première réaction de Sully n'est pas héroïque, il cherche à fuir. Il veut remettre Boo derrière la porte au plus vite, avant que quelqu'un ne la voie. Mais l'enfant le suit, s'accroche à lui, rit de ses grognements et transforme chaque tentative de contrôle en désordre. Le film est très intelligent sur ce point. Boo ne change pas Sully parce qu'elle lui explique une leçon morale. Elle le change parce qu'elle est réelle. Tant qu'il pense aux enfants comme à une menace abstraite, Sully peut obéir au système. Dès qu'il doit porter une petite fille qui pleure, la calmer ou la protéger, l'abstraction s'effondre. La scène du restaurant pousse cette situation vers la comédie pure. Mike et Sully essaient de dissimuler Boo sous un costume, tandis que Celia croit d'abord voir une étrange mascotte. Puis l'enfant échappe à leur surveillance, court entre les tables, provoque le chaos et finit par être repéré. Le CDA intervient. Les clients paniquent. Mike, Sully et Boo s'enfuient par les toilettes, un passage qui résume parfaitement l'humiliation comique de leurs nouvelles conditions. Hier encore, Sully était applaudi à l'usine.
En quelques minutes, il est devenu un fugitif cherchant à sauver une petite fille dans les couloirs d'un restaurant. La fuite transforme aussi l'amitié entre Mike et Sully. Mike n'a rien demandé. Il avait une soirée importante, une relation à préserver et une vie parfaitement réglée. Sully a apporté le problème chez lui. Au début, Mike ne voit donc dans Boo qu'une catastrophe qui a détruit son rendez-vous et risque de les faire arrêter. Il veut la renvoyer, retrouver ses repères et effacer cette parenthèse avant qu'elle ne devienne irréversible. Sully, lui, commence déjà à percevoir quelque chose que Mike refuse encore de voir. Boo est terrifiée, mais elle n'est pas dangereuse. Il suffit d'observer ses gestes, sa fatigue et son besoin de sécurité pour comprendre que la peur circule dans l'autre sens. Le lendemain, Sully prend une décision qui paraît d'abord raisonnable. Il se présente au travail avec Boo caché dans un sac, espérant identifier la porte qui mène à sa chambre et la ramener chez elle. Mais ce plan l'oblige à entrer dans le cœur même de la machine qu'il n'a jamais interrogée. À l'usine, les portes défilent, les bonbonnes s'empilent, les ouvriers suivent leur procédure. Boo, elle, ne se comporte pas comme une menace. Elle s'amuse avec les objets, dessine, joue avec la fourrure de Sully et rit. Ce rire devient le détail le plus important de tout le film. Dans une salle de test, une simple réaction de Boo déclenche une quantité d'énergie bien supérieure à celle produite par un cri. Le moment est bref, mais il change la logique de Monstropolis. Depuis le début, la ville considère la peur comme une nécessité naturelle. Or, il existe une autre énergie, plus puissante, plus spontanée et moins cruelle, le rire. Pixar ne traite pas cette découverte comme un cours de science. Elle surgit par l'expérience, presque par accident, parce que Sully a commencé à regarder l'enfant autrement. Le rire n'apparaît pas comme une solution magique tombée du ciel. Il devient visible parce que quelqu'un s'est enfin permis de croire que l'ancienne règle pouvait être fausse. Pendant que Sully apprend cette vérité, Randall prépare son propre raccourci. Il a construit, avec l'aide forcée de son assistant Fungus, une machine capable d'extraire les cris directement d'un enfant. La machine n'a rien de drôle. Elle ressemble à un dispositif médical détourné, avec un casque, des tubes et une mécanique qui menace de transformer la peur en violence. Randall ne veut plus dépendre du talent des effrayeurs ni des portes ouvertes seulement quelques instants. Il veut industrialiser la terreur. Son projet ne répond pas seulement à la crise d'énergie, il révèle jusqu'où peut aller une société quand elle accepte que la fin justifie n'importe quel moyen. Fungus est essentiel parce qu'il montre que tous les complices ne sont pas des monstres convaincus. Petit, rouge, nerveux, il a peur de Randall. Il participe, transporte, garde le silence, mais son malaise est constant. Son corps lui-même semble dire non. Ses yeux s'agitent, sa voix tremble, il recule lorsqu'il comprend ce que la machine peut faire. Le film ne lui donne pas le grand rôle d'un héros, mais il rappelle qu'un système dangereux se maintient souvent grâce à des gens ordinaires qui n'osent pas s'opposer à celui qui commande. Sully ne connaît pas encore tous les détails du plan. Il sait seulement que Randall cherche Boo et que Waternoose est de plus en plus inquiet pour l'usine. Lorsqu'il cache l'enfant, il agit d'abord avec intuition. Quand il comprend que Randall a préparé un enlèvement, son geste devient une responsabilité. Il ne peut plus prétendre qu'il suffit de remettre Boo derrière n'importe quelle porte. Il doit la ramener chez elle sans la livrer à ceux qui la considèrent comme une matière première. Cette évolution est ce qui rend Sully attachant. Il n'est pas écrit comme un sauveur parfait qui aurait toujours possédé la bonne réponse. Au contraire, il commence par être exactement ce que le monde attend de lui, le meilleur effrayeur. Il a réussi parce qu'il s'est provoqué la peur, et cette réussite lui a évité de se demander si son travail était juste. Boo lui impose une question simple, presque embarrassante. Que vaut une compétence quand elle sert une idée fausse ? Le film ne répond pas par un discours solennel, il répond par une suite de gestes. Sully cache Boo. Il la porte, il la protège quand elle a peur de Randall, il accepte de perdre son statut parce que son regard sur elle a changé. Pour Mike, le changement est plus lent et plus bruyant. Il proteste, calcule les risques, rappelle les règles et cherche des issues pratiques. Cette résistance n'est pas une faiblesse d'écriture. Elle donne du poids à la transformation du duo. Mike a raison de dire que tout peut mal finir. Il comprend mieux que Sully le danger administratif, les conséquences sur Celia et la vitesse à laquelle le CDA peut les retrouver.
Mais il doit aussi accepter que rester fidèle à une amitié ne consiste pas seulement à soutenir les bons jours. Cela signifie parfois suivre quelqu'un lorsque son choix met toute votre vie en désordre. Le film se poursuit alors comme une course à travers un monde dont les héros connaissent enfin les failles. Ils ne doivent pas seulement cacher Boo. Ils doivent trouver la porte exacte, échapper à Randall, éviter le CDA et comprendre qui, dans l'entreprise, travaille réellement contre eux. Chaque objectif semble clair, mais le récit ajoute un obstacle au moment où une solution paraît possible. Cette construction garde l'énergie du film, sans oublier les personnages. Même les grandes séquences de poursuite restent liées à une inquiétude très intime. Boo pourra-t-elle rentrer sans être effrayée, enfermée ou utilisée? La réponse commence à se dessiner lorsque Sully suit Randall jusqu'à l'entrepôt secret. Là, il découvre la machine. Boo est installé sur le siège, maintenu par le dispositif, tandis que Randall s'apprête à extraire son cri. La scène marque une rupture nette. Jusqu'ici, le danger était traité avec de nombreux ressorts comiques. À présent, le film montre sans détour la violence cachée derrière l'économie des cris. L'usine n'est plus seulement un décor inventif, elle devient le lieu où une peur collective peut servir d'excuse à l'inacceptable. Sully intervient, libère Boo et Randall doit improviser. Il fait croire à Waternoose que Sully est responsable du problème. C'est ici que le président révèle sa vraie position. Waternoose n'est pas un rival jaloux comme Randall. Il est plus dangereux parce qu'il pense défendre une institution. Lorsque Sully le confronte, Waternoose choisit l'entreprise, son héritage et l'idée qu'il se fait de la survie de Monstropolis. Il accepte donc l'enlèvement d'enfants comme solution à une crise qu'il ne sait pas résoudre autrement. Cette révélation est l'un des moments les plus forts de Monsters & parce qu'elle évite de faire de Waternoose un simple méchant de dessin animé. Il aime l'entreprise, il est convaincu que des milliers de monstres dépendent de ses décisions. Mais il a laissé cette responsabilité devenir un permis moral. Son erreur n'est pas d'avoir peur de la crise. Son erreur est de penser qu'un avenir fondé sur la cruauté peut encore être sauvé par davantage de cruauté. Le film oppose alors deux manières de répondre au déclin. Randall et Waternoose veulent forcer le système à survivre, tandis que Sully découvre qu'il faut imaginer un autre système. Waternoose exile Sully et Mike dans l'Himalaya, persuadé de les éliminer du problème. Cette séquence offre une respiration étrange et chaleureuse. Loin des rails, des portes et des alarmes, les héros tombent dans un paysage blanc dominé par un yéti jovial qui leur conseille de suivre une vallée remplie de villages. Le personnage, souvent appelé le bonhomme de neige abominable, est une blague en apparence simple. Il sert surtout à déplacer le regard. Pour la première fois, Sully et Mike se retrouvent hors de leur monde et doivent avancer sans règlement, sans badge et sans machine. Mais leur situation est loin d'être apaisée. Mike est furieux contre Sully. Il lui reproche d'avoir tout détruit. Sa relation avec Celia, leur logement, leur sécurité, leur avenir. Sully, épuisé, ne peut pas répondre avec une plaisanterie. Leur dispute est nécessaire, car jusque-là Mike a accompagné Sully sans avoir pleinement choisi sa place dans cette histoire. Dans la neige, il affirme sa colère. Il rappelle que Boo n'est pas seulement le problème de Sully, mais que ce dernier a décidé seul de les entraîner dans cette catastrophe. Sully reconnaît alors quelque chose de difficile. Boo l'a changé, et il ne peut plus revenir en arrière. Cette phrase n'efface pas le tort fait à Mike, mais elle montre que Sully comprend enfin la nature de son engagement. Il ne cherche plus une solution qui lui permettra de redevenir le meilleur effrayeur. Il veut retrouver Boo parce qu'elle compte. Mike, malgré toute sa colère, ne peut pas abandonner son ami à ce moment-là. Leur réconciliation n'est pas très longue, mais elle est juste. Ils ne se pardonnent pas grâce à une grande morale. Ils repartent parce qu'ils sont plus utiles ensemble et parce que leur amitié a finalement survécu à la vérité. De retour à Monstropolis, la situation devient plus complexe. Celia a été arrêtée par le CDA à cause d'eux. L'usine est verrouillée. Waternoose contrôle les accès. Pourtant, Mike et Sully disposent désormais d'un avantage. Ils savent que les règles peuvent être contournées. Ils reviennent grâce à la porte des Yetis et doivent retrouver Boo avant Randall. Cette partie du film accélère, mais elle ne se contente pas de multiplier les dangers. Elle rapproche Sully de la décision qu'il évitait depuis le début. Pour sauver Boo, il devra arrêter de faire peur, même lorsqu'il sait parfaitement comment s'y prendre.
La confrontation avec Randall commence dans un décor qui résume toute l'imagination technique de Pixar. L'entrepôt des portes est un espace vertigineux, une sorte de bibliothèque industrielle où des milliers de chambres sont suspendues dans le vide. Les portes montent, descendent, tournent, disparaissent et reviennent sur des rails à une vitesse folle. Chaque objet est à la fois une porte, un souvenir d'enfant et un passage possible vers le salut ou le danger. Le lieu transforme une idée domestique, la porte du placard, en architecture gigantesque. C'est l'une des raisons pour lesquelles le film reste visuellement vivant. Il prend un objet familier et demande ce qui se passerait si cet objet était géré comme une infrastructure mondiale. Pendant la poursuite, Boo se retrouve dans la chambre de Randall. Le monde du monstre arrogant est soudain exposé à l'enfant qu'il voulait utiliser. Sully et Mike doivent la récupérer, mais le plus intéressant est que Sully devient enfin, aux yeux de Boo, ce qu'il était censé être dans l'ancien système, un monstre effrayant. Pour empêcher Randall de lui faire du mal, Sully pousse un rugissement terrifiant. Boo recule, pleure et regarde son protecteur avec peur. Le héros obtient exactement l'effet qui faisait de lui un champion, et ce succès lui fait mal. Ce moment est décisif. Sully comprend que la peur est une arme et qu'il peut l'utiliser. Mais il voit aussi que cette arme touche l'innocente qu'il veut défendre. Le film ne dit pas que Sully doit devenir incapable de faire peur. Il dit que le pouvoir sans discernement devient une violence. Le rugissement lui permet de sauver Boo dans l'instant, mais il brise quelque chose entre eux. Il faudra ensuite beaucoup plus que des gestes pratiques pour lui rendre sa confiance. Mike, de son côté, prouve qu'il n'est pas seulement le partenaire comique de Sully. Dans l'entrepôt, il prend des risques, comprend les mécanismes, conduit les portes sur les rails et affronte Randall avec une créativité qui correspond exactement à son personnage. Là où Sully utilise sa taille et sa force, Mike utilise sa connaissance des lieux et sa capacité à parler, distraire, improviser. Leur victoire n'est donc pas celle d'un héros principal soutenu par un acolyte. Elle repose sur deux compétences différentes qui deviennent enfin complémentaires. Randall finit par être enfermé derrière une porte menant au monde humain, dans une caravane située dans un marais. Un garçon humain le prend pour un alligator et sa mère le frappe avec une pelle avant d'annoncer qu'elle va lui apprendre les bonnes manières. La punition est comique, mais elle renverse parfaitement son arrogance. Randall voulait pénétrer dans les chambres humaines comme un prédateur sûr de lui. Il finit dans une maison où il n'est plus l'être terrifiant de la situation. Il devient le monstre de placard que des humains peuvent repousser avec une simplicité brutale. Le vrai adversaire reste cependant Waternoose. Grâce à Rose, la situation se retourne. On découvre que cette employée lente et obstinée dirige en réalité une enquête contre les enlèvements d'enfants. Elle a laissé les événements se dérouler pour obtenir les preuves nécessaires. Ce choix peut sembler surprenant, mais il fonctionne parce que le film a toujours montré Rose comme quelqu'un qui voit les détails que les autres ignorent. Elle n'est pas une héroïne d'action. Elle est la personne qui a lu les dossiers, noté les retards, repéré les anomalies et attendu le moment où le mensonge serait visible. Waternoose est arrêté. Randall a disparu dans le monde humain. La machine à extraire les cris est détruite. À cet instant, tout semble réglé, mais il reste l'obstacle le plus douloureux. Boo doit rentrer chez elle. Sully a sauvé l'enfant, mais il doit accepter qu'il ne peut pas la garder. La porte de sa chambre a été détruite pendant la poursuite. Il ne reste que des morceaux. Pour un film aussi drôle, cette séparation est remarquablement retenue. Sully ne fait pas de grands discours. Il accompagne Boo jusqu'à sa porte, lui rend sa chambre et l'enfant lui dit au revoir avec les mots qu'elle possède. Elle l'appelle Kitty, le nom affectueux qu'elle lui donne en voyant sa fourrure. Lui sait que cette porte va disparaître et que le lien qui s'est créé entre eux ne peut pas simplement être conservé dans une boîte. La porte est alors passée dans le broyeur, conformément aux procédures de l'entreprise. Le bruit de la destruction est d'autant plus triste que les portes ont été tout le long du film des objets de promesse. Elles permettaient de voyager, de fuir, de poursuivre et de revenir. Celle de Boo devient au contraire un objet impossible à réparer. Sully quitte l'usine avec un morceau de bois, comme on garderait une relique d'un moment qu'on ne parvient pas à oublier. Il a gagné le combat contre Randall et Waternoose, mais il perd la présence de l'enfant qui a donné un sens à ce combat.
Cette tristesse donne au film sa vraie maturité. Monstres Incis n'essaie pas de conclure la transformation de Sully par une récompense immédiate. Il a fait ce qu'il fallait, mais faire ce qu'il faut n'efface pas toujours la séparation. Il ne redevient pas simplement l'ancien champion avec une meilleure conscience. Il est changé et ce changement a un prix. Cette émotion est essentielle pour que le dernier retournement fonctionne. Quand le récit décide ensuite de reconstruire l'espoir, il le fait à partir de ce manque, non pas en prétendant que rien n'a été perdu. Le temps passe, l'usine se transforme. Les employés ne vont plus effrayer les enfants, ils les font rire. Les portes sont désormais utilisées pour raconter des blagues, jouer avec des chapeaux ridicules, provoquer des surprises inoffensives. Le changement est spectaculaire, mais le film le présente avec légèreté. La ville découvre que le rire produit davantage d'énergie que le cri. L'économie qui reposait sur la peur n'était donc pas seulement injuste, elle était aussi inefficace. C'est une idée étonnamment forte dans un film familial. Une société peut s'accrocher à une méthode nocive non parce qu'elle est réellement nécessaire, mais parce qu'elle a oublié qu'une autre méthode était possible. Mike devient, dans ce nouveau monde, particulièrement précieux. Son humour, son goût du spectacle et son énergie trouvent enfin une place officielle. Sully prend la direction de l'entreprise, mais son rôle a changé. Il ne mesure plus la réussite au nombre de cris collectés. Il organise la reconstruction d'un lieu qui doit maintenant produire de la joie. La fin ne gomme pas les problèmes de Monstropolis, c'est avoué, mais elle offre une image très nette de ce que peut produire un changement de regard. Les mêmes portes, les mêmes machines et presque les mêmes travailleurs peuvent servir à autre chose lorsque la valeur qu'ils cherchent à extraire n'est plus la peur. Et puis Mike révèle son dernier projet. Il a conservé les morceaux de la porte debout et les a assemblés patiemment. Il ne manque qu'un morceau, celui que Sully garde depuis leur séparation. Sully le place à son tour. La porte se remet à fonctionner. Il l'ouvre, entre dans la chambre debout, et l'on entend le petit mot qui a défini leur lien, Kitty. Le film s'arrête avant de montrer pleinement leur retrouvailles. Ce choix est parfait. Il ne cherche pas à expliquer chaque conséquence. Le sourire de Sully suffit. Après toute l'histoire, le public n'a pas besoin de voir davantage pour comprendre ce que cette porte signifie. Le récit est construit avec une précision remarquable, mais sa réussite vient aussi de la manière dont il fait grandir ses personnages sans les trahir. Sully ne cesse jamais d'être grand, doux et un peu maladroit lorsqu'il doit s'occuper d'un enfant. Mike ne cesse jamais d'être bavard, jaloux de son confort et incroyablement inventif. Même Randall reste fidèle à sa logique, il veut contrôler, gagner, humilier. Les personnages ne changent pas parce que le film leur impose une nouvelle personnalité. Ils changent parce que leur qualité rencontre une situation qui les oblige à choisir ce qu'elles valent réellement. Le rôle de Boo est particulièrement subtil. Elle ne possède pas de longs dialogues, pas de connaissances secrètes, pas de missions spectaculaires. Elle ne comprend même pas les règles de Monstropolis. Pourtant, elle agit comme une force qui expose les failles de tous les adultes autour d'elle. Sully découvre sa tendresse. Mike découvre que son pragmatisme peut devenir une forme de lâcheté. Randall révèle sa cruauté. Waternoose révèle son aveuglement. Boo n'est donc pas une héroïne passive qu'il faudrait seulement sauver. Par sa présence, elle oblige les monstres à devenir ce qu'ils prétendaient déjà être. Le film joue aussi constamment avec la différence entre l'apparence et la fonction. Sully a le corps du monstre classique, mais il devient le protecteur. Mike a une apparence drôle et compacte, mais il se révèle indispensable dans une crise. Randall paraît élégant et contrôlé, mais son besoin de domination le rend fragile dès qu'il perd le contrôle. Waternoose semble respectable, attaché à une vieille entreprise et à son héritage, mais il est prêt à commettre l'impensable. Boo, la petite créature supposément toxique, est la plus saine de toutes. Elle pleure, rit, fait confiance, se met en colère et revient vers ceux qui la protègent. Elle est l'élément humain dans un univers qui s'est éloigné de l'humanité. En français, le titre Monstres Ainsi souligne bien la double nature du film. Il y a les monstres, bien sûr, mais il y a aussi la compagnie, l'entreprise, l'organisation qui transforme leur peur en métier. La seconde partie du titre est presque plus importante que la première. Sans elle, le film serait une aventure de placard très inventive. Avec elle, il devient une histoire sur les habitudes collectives,
Les hiérarchies et les idées qui survivent parce que personne ne pense à les examiner. Pixar ne donne pas de leçons pesantes. Il fait de cette entreprise un terrain de jeu visuel, puis laisse la logique du terrain de jeu révéler ses conséquences. Pete Docter réalise Monsters Inc. avec Leon Critch et David Silverman à la co-réalisation. Le scénario est signé Andrew Stanton et Daniel Gerson à partir d'une histoire développée notamment par Pete Docter, Jill Culton, Jeff Pigeon et Ralph Eggleston. Ces noms comptent parce que le film porte plusieurs sensibilités de Pixar à un moment où le studio avait déjà marqué l'animation avec Toy Story et 1001 pattes, tout en cherchant à élargir son langage. Ici, la technologie ne sert pas seulement à prouver qu'un ordinateur peut animer des créatures. Elle sert à donner à une masse de fourrure, à une lumière d'entrepôt et à un regard d'enfant une présence émotionnelle. Sully a représenté un défi majeur pour les artistes, notamment à cause de sa fourrure. Dans un film où le héros doit être expressif, tendre, rapide et parfois menaçant, chaque mouvement de poil doit accompagner l'émotion plutôt que la distraire. Les animateurs ne pouvaient pas simplement placer une texture sur un personnage. Ils devaient faire sentir le poids, les ondulations et la réaction de la fourrure quand Sully court, se retourne ou serre bout contre lui. Ce travail est l'un des signes visibles de l'ambition du film. Mais le plus important est que la prouesse reste au service du personnage. On retient Sully, pas un exercice technique. Le même soin apparaît dans la conception de Monstropolis. La ville doit être étrange sans devenir illisible. Les monstres ont des formes incroyablement différentes, mais leurs gestes, leurs bureaux, leurs transports et leurs soucis permettent au public de comprendre immédiatement leur société. L'usine elle-même est un décor admirable parce qu'elle a une logique. Les portes ne sont pas là uniquement pour créer une belle poursuite. Elles existent parce que le monde du film en a besoin. Elles doivent être stockées, réparées, triées, envoyées au bon moment, puis détruites lorsqu'elles deviennent dangereuses. Chaque détail visuel prolonge une règle narrative. La distribution vocale participe beaucoup à cette cohérence. John Goodman donne à Sully la gravité nécessaire pour que son changement ne paraisse jamais artificiel. Billy Crystal apporte à Mike une vitesse de parole qui crée l'humour, mais aussi une nervosité touchante quand il comprend qu'il peut perdre ce qu'il aime. Steve Buscemi ne joue pas Randall comme une force brutale. Il le joue comme une présence qui sourit avant de frapper, ce qui rend ses scènes plus inquiétantes. Jennifer Tilly donne à Celia un charme immédiat malgré son temps d'écran limité. James Coburn, enfin, fait de Waternoose une figure d'autorité capable de rassurer et de menacer dans le même mouvement. La musique de Randy Newman accompagne le film sans essayer de voler l'attention. Elle soutient l'énergie des poursuites, la chaleur de l'amitié et la mélancolie de la séparation. La chanson « If I Didn't Have You », interprétée par John Goodman et Billy Crystal, a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ce succès est cohérent avec le cœur du film. Derrière les machines et les portes, Monsters Inc. repose sur une relation. Sully et Mike se disputent, se sauvent, se fatiguent l'un l'autre, mais leur lien donne une forme au récit. La chanson finale ne résume pas seulement une amitié de manière légère. Elle reconnaît que l'aventure a révélé ce que les deux personnages n'avaient jamais eu besoin de dire. Lors de sa sortie, le film a connu un grand succès public et a dépassé les 500 millions de dollars de recettes mondiales. Il a également été nommé dans la nouvelle catégorie de l'Oscar du meilleur film d'animation lors de sa toute première année d'existence. Il ne remporte pas cette récompense attribuée à Shrek, mais cette nomination situe bien le moment. Le début des années 2000 est une période où l'animation de long métrage change de statut. Les studios ne cherchent plus seulement à divertir les enfants avec une histoire simple. Ils construisent des films capables d'attirer plusieurs générations, de porter une ambition visuelle et de créer des personnages qui restent dans la mémoire collective. Monsters Inc. appartient à cette période, mais il ne ressemble pas à une démonstration froide de modernité. Sa technologie a forcément évolué depuis 2001, pourtant l'émotion résiste parce qu'elle ne dépend pas des pixels. La scène où Boo fait confiance à Sully, la colère de Mike dans la neige, la tristesse devant la porte détruite et le rire qui alimente la ville restent immédiatement lisibles.
Le film possède cette qualité rare, il peut être revu avec des yeux d'enfant pour son aventure, puis avec des yeux d'adulte pour ce qu'il dit de la peur, du travail et des institutions. Le rire en particulier mérite d'être regardé au-delà de son rôle de solution finale. Dans beaucoup de récits, rire et peur sont opposés de manière très simple. L'un est bon, l'autre est mauvais. Monsters & propose quelque chose de plus nuancé. La peur n'est pas inutile. Elle existe chez Boo, chez Mike, chez Sully et même chez les citoyens qui vivent sous les alarmes du CDA. Elle peut prévenir du danger. Elle peut aider à survivre. Le problème survient lorsque des adultes organisent tout un monde autour de la peur des autres, puis confondent cette exploitation avec une nécessité. Le rire devient puissant parce qu'il demande une relation différente. On ne peut pas faire rire quelqu'un sans reconnaître sa réaction, son imagination et parfois sa confiance. Cette idée explique pourquoi l'usine peut être sauvée par le rire. Les travailleurs ne deviennent pas moins compétents. Ils doivent simplement apprendre à utiliser leur talent autrement. Un monstre peut toujours jouer un rôle, surprendre, inventer une chute ou se rendre ridicule. Mais la finalité change. Au lieu d'extraire quelque chose par la force, il crée une énergie avec l'enfant. Cette image donne au dernier acte une ampleur étonnante. La victoire ne consiste pas seulement à arrêter deux méchants. Elle consiste à prouver que le monde qu'il voulait défendre pouvait devenir meilleur sans disparaître. L'héritage du film passe aussi par sa capacité à ne jamais mépriser son public. Les enfants peuvent suivre la fuite de Boo et rire des réactions de Mike. Les adultes peuvent reconnaître la satire du travail, les tableaux de performance, la crainte de la crise et la manière dont une direction peut justifier ses compromis. Aucun niveau ne vient écraser l'autre. Le film ne s'arrête pas pour dire qu'il contient une lecture adulte. Il laisse les deux expériences coexister. C'est l'une des grandes signatures de Pixar à cette époque. Raconter simplement sans être simpliste. Quand Sully avance dans l'entrepôt des portes, il traverse plus qu'un décor spectaculaire. Il traverse toutes les possibilités que son monde lui refusait au début. Chaque porte représente une chambre, mais aussi un choix. Effrayer ou comprendre, suivre l'ordre ou écouter ce qu'il voit, conserver son statut ou protéger quelqu'un de plus vulnérable. À la fin, il ne devient pas courageux parce qu'il n'a plus peur. Il devient courageux parce qu'il accepte que la peur ne décide plus seul de ce qu'il doit faire. Et c'est pourquoi Monsters & demeure bien davantage qu'une aventure de monstres cachés dans les placards. Le film transforme un cauchemar d'enfant en histoire de confiance, puis transforme une usine de peur en lieu de possibilités. Il rappelle que les mondes les plus solides peuvent reposer sur une idée absurde, répétée assez longtemps pour paraître naturelle. Il rappelle aussi qu'il suffit parfois d'une personne qu'on croyait devoir craindre pour faire apparaître la vérité. Dans la chambre de Boo, Sully n'est plus le meilleur effrayeur de Monstropolis. Il est Kitty. C'est un nom minuscule, tendre et presque ridicule pour une créature aussi imposante. Mais c'est le nom qui révèle enfin ce qu'il est devenu. Il ne cherche plus à être applaudi pour la peur qu'il inspire. Il a trouvé une porte qu'aucun classement, aucune machine et aucune usine ne pouvait lui ouvrir. Celle d'une relation fondée sur la confiance. Et lorsque le rire de Boo résonne une dernière fois, Monsters & referme son histoire avec une idée qui continue de fonctionner, même des années plus tard. Le vrai pouvoir n'était pas caché dans le cri. Il était dans ce que les monstres avaient oublié de regarder. Cette idée mérite qu'on revienne sur la manière dont le film prépare chaque révélation. Monsters & paraît souvent très simple à la première vision, parce qu'il raconte son aventure avec une clarté exemplaire. Pourtant, ses meilleurs éléments sont annoncés longtemps avant de devenir importants. Les avis de recherche placardés dans l'usine, les exercices de sécurité, les portes surveillées par des employés, l'obsession de Rose pour les documents, la compétition entre Sully et Randall, rien n'est décoratif. Le film sème ses outils avec une légèreté qui évite au spectateur de sentir qu'on lui prépare une explication. Lorsque ces éléments reviennent, le plaisir ne vient pas d'un rebondissement artificiel. Il vient de la sensation que le monde possédait déjà sa logique. Prenons le cas des portes. Au début, elles ressemblent à une simple réponse fantastique à une question d'enfant. Comment les monstres arrivent-ils dans une chambre ? La réponse de Pixar est concrète, presque industrielle.
Les portes sont extraites de leur place, transportées vers l'usine, alignées sur des rails et activées seulement pour quelques minutes. Cette mécanique répond à la curiosité du public, mais elle fixe aussi des limites. Une porte peut être perdue, détruite, mal rangée, volée. Elle peut devenir une preuve. Elle peut également enfermer quelqu'un loin de chez lui. Dès lors, le film n'a pas besoin d'inventer une règle au dernier moment pour créer du suspense. Le suspense vient du fait que les personnages comprennent progressivement ce que les règles impliquent. La première grande poursuite autour des portes est d'autant plus efficace que les personnages ont déjà donné à ces objets une valeur émotionnelle. Pour Randall, une porte est une cible et un accès à la ressource qu'il veut exploiter. Pour Waternoose, c'est une pièce de l'infrastructure économique. Pour les ouvriers, c'est une unité de travail. Pour Sully, après sa rencontre avec Boo, elle devient le seul chemin vers une petite fille qu'il a promis de protéger. Un même objet porte donc plusieurs intérêts contraires. C'est cette superposition qui donne du relief au décor. Lorsque les portes se déplacent dans l'entrepôt final, le film ne montre pas seulement un labyrinthe spectaculaire. Il met en mouvement tout ce que les personnages risquent de perdre. La scène des premiers cris est elle aussi plus complexe qu'elle n'en a l'air. Sully entre dans une chambre, exécute son numéro et le cri remplit la bonbonne. Pour les monstres, c'est un geste professionnel. Pour le public, c'est drôle parce que l'opération possède un côté presque banal. Mais cette banalité est volontairement dérangeante. Le film place la peur dans une chaîne de production. Il ne montre pas les enfants comme des victimes détaillées, ce qui aurait été trop lourd pour le ton choisi, mais il nous invite à imaginer ce que signifie cette industrie depuis l'autre côté de la porte. Les héros n'y pensent pas encore. Le public, lui, commence à sentir que l'ordre du monde est étrange, avant même que Boo n'apparaisse. Cette distance explique pourquoi l'arrivée de Boo est si puissante. Le film ne nous présente pas un enfant extraordinaire au sens traditionnel. Boo ne possède aucun pouvoir caché. Elle ne vient pas sauver Monstropolis grâce à une prophétie. Elle est simplement la première enfant que Sully doit regarder assez longtemps pour cesser de la réduire à une silhouette derrière une porte. Elle tousse, elle s'ennuie, elle se cache, elle veut jouer. Toute la construction du scénario repose sur cette banalité. La vérité qui renverse une société ne vient pas d'un secret très compliqué, elle vient de l'expérience directe d'une personne que le système avait appris à déshumaniser. Le film est particulièrement juste dans la façon dont il dessine le rapport de Sully à Boo. Au début, il la manipule avec une prudence paniquée. Il la tient à distance, veut lui faire suivre des consignes qu'elle ne comprend pas et cherche surtout à résoudre son propre problème. Puis ses gestes changent. Il lui donne une place, l'observe pendant qu'elle dort, essaie de comprendre ce qui la fait rire et prend conscience de ses peurs. Cette évolution est racontée par des détails plutôt que par de longues explications. Lorsqu'elle s'accroche à sa fourrure, Sully ne sait pas quoi faire. Plus tard, son corps devient naturellement le refuge de l'enfant. L'animation fait passer cette transformation avant les mots. Il faut aussi saluer la manière dont le film refuse d'idéaliser l'enfance. Boo est attachante, mais elle est aussi imprévisible. Elle ne suit pas les plans de Mike et Sully. Elle s'échappe au mauvais moment, attire l'attention, se met à jouer quand les adultes veulent se cacher et appelle Randall serpent avec une honnêteté qui peut les mettre en danger. Cette imprévisibilité est essentielle parce qu'elle donne du travail aux héros. Si Boo était toujours calme, gentille et parfaitement obéissante, Sully n'aurait qu'à la porter jusqu'à la bonne porte. Elle doit être une enfant, avec son énergie et ses besoins, pour que sa présence transforme réellement le récit. Mike est souvent le premier à subir cette énergie. Ses réactions sont drôles parce qu'elles partent d'un désir très humain de conserver un plan intact. Il a organisé une soirée, préparé une déclaration, imaginé le regard de Celia. L'arrivée de Boo ne détruit pas seulement un rendez-vous, elle détruit son illusion de maîtrise. Mike fait alors ce qu'il fait toujours. Il parle plus vite, établit des priorités, proteste et cherche un règlement. Mais à mesure que le film avance, ses efforts de contrôle deviennent eux-mêmes une source de comédie et de vérité. Il découvre qu'on ne peut pas toujours résoudre une crise en cochant les bonnes cases. La relation entre Mike et Celia, pourtant secondaire, est un bon exemple du soin apporté à la vie ordinaire de Monstropolis.
Celia n'est pas présentée comme une récompense que Mike doit gagner. Elle est son égale dans le jeu de la conversation. Elle connaît ses défauts, attend de lui qu'il soit présent et n'accepte pas facilement qu'il transforme leur soirée en désastre. Lorsque le CDA l'embarque, la scène rappelle que les choix des héros ont des victimes autour d'eux. Mike n'est pas seulement inquiet pour lui-même. Il doit vivre avec le fait que Celia a été exposée à un danger qu'elle n'avait pas choisi. Le personnage de Rose joue sur une autre forme de surprise. Sa voix lente, sa posture immobile et son visage fermé invitent le spectateur à la considérer comme une nuisance administrative. Chaque fois qu'elle réclame les papiers de Mike, elle semble éloigner le film de son aventure. Mais c'est précisément ce qui rend la révélation finale satisfaisante. Rose n'était pas hors de l'histoire. Elle en suivait le fil depuis le début. Dans un monde où tout le monde court, crie et s'affole, elle est celle qui observe les incohérences. Son rôle rappelle que l'héroïsme ne prend pas toujours la forme d'une poursuite. Il peut aussi prendre la forme d'une enquête menée avec patience. Le CDA, avec ses combinaisons blanches et son jargon alarmiste, est une satire très réussie de l'institution qui grandit grâce à la menace qu'elle est censée gérer. Les agents sont impressionnants, entraînés et capables de transformer un incident mineur en opération spectaculaire. Pourtant, leur panique repose sur une information fausse. Les enfants ne sont pas contaminés. Les monstres ont seulement construit une société qui le croit. Le film évite de les présenter comme des caricatures entièrement cruelles. Ils font leur travail selon les données qu'ils possèdent. Mais cette nuance rend le résultat plus intéressant. Un appareil immense peut agir avec sincérité et rester profondément dangereux s'il refuse de vérifier la croyance qui le fonde. Randall, lui, ne se cache pas derrière la sincérité. Il a compris que l'ancienne méthode devient moins rentable et il veut transformer cette crise en occasion personnelle. Son pouvoir de camouflage est une belle idée parce qu'il correspond exactement à sa fonction narrative. Randall ne se contente pas d'être un adversaire plus fort. Il est celui qui peut changer d'apparence, disparaître, écouter sans être vu et attaquer quand l'autre baisse la garde. Son ambition est donc inscrite dans son corps. Là où Sully reste visible, massif et direct, Randall se dérobe. Il veut obtenir les résultats sans porter la responsabilité morale de ses moyens. La rivalité entre les deux effrayeurs commence comme une plaisanterie de bureau, avec des scores et des provocations. Ce choix donne une base crédible à la jalousie de Randall. Il n'apparaît pas soudain comme un génie du mal sorti de nulle part. Il vit depuis longtemps à côté de Sully, voit les applaudissements, les sourires de Waternoose et le prestige accordé aux champions. Mais là où une rivalité saine pourrait l'encourager à progresser, Randall choisit d'abattre le système de l'intérieur. Il ne cherche pas seulement à être premier. Il veut que Sully n'ait plus le droit d'exister comme modèle. La machine à extraire les cris constitue le point où cette ambition devient impossible à excuser. Sa présence modifie la tonalité du film sans le faire basculer dans une noirceur déplacée. On ne voit pas de violence graphique. On voit un enfant attaché à une machine qui va lui prendre quelque chose contre son gré. L'image suffit. Pixar fait confiance au public, y compris au jeune public, pour comprendre que certains outils sont mauvais non parce qu'ils sont effrayants visuellement, mais parce qu'ils transforment une personne en objet. Randall appelle cela le progrès. En réalité, il renonce à tout rapport avec la personne qu'il prétend devoir effrayer. Waternoose est plus difficile à lire et c'est pourquoi sa chute marque davantage. Il est le visage d'une tradition. Son nom, son âge, son bureau et son respect apparent pour Sully le placent du côté de la stabilité. Il ne court pas après les points comme Randall. Il parle de l'entreprise, de ses employés et de sa responsabilité. Mais lorsqu'il comprend que les cris diminuent, il se laisse convaincre que l'urgence permet de suspendre les principes. La phrase qui résume son erreur n'est pas nécessairement celle qu'il prononce. C'est l'idée qu'il accepte pour protéger Monstropolis. Il faudrait sacrifier des enfants que personne ne connaît. Ce type de personnage rend le conflit plus riche qu'une simple opposition entre gentils et méchants. Waternoose ne veut probablement pas voir sa ville sombrer. Le public peut comprendre sa peur d'une usine vide, de travailleurs sans emploi et d'une énergie qui disparaît. Mais comprendre une peur ne revient pas à valider les actes qu'elle produit. Le film trace cette frontière avec netteté. Une crise réelle ne rend pas toutes les réponses acceptables.
Même l'institution la plus ancienne n'a pas le droit de préserver son confort au prix de l'innocence d'autrui. La séquence de l'Himalaya donne au récit une étape de dépouillement. Suley et Mike y arrivent après avoir été arrachés à leur monde, sans pouvoir, sans plan et sans accès immédiat à Boo. Le paysage blanc contraste avec les couleurs chaudes de Monstropolis et avec les lignes métalliques de l'usine. Tout paraît silencieux, ouvert, presque vide. C'est l'endroit idéal pour que les personnages arrêtent de courir quelques minutes et disent ce qui les sépare vraiment. Mike a le droit d'être en colère. Il n'est pas là pour prononcer la parole sage qui réconfortera le héros. Il porte les conséquences concrètes des décisions de Suley. La force de leur dispute vient de ce qu'elle ne réduit personne à son tort. Suley a raison de vouloir sauver Boo. Mike a raison de lui reprocher de l'avoir embarqué sans lui demander son avis. Un scénario moins attentif aurait fait de Mike un obstacle égoïste, puis l'aurait forcé à reconnaître que Suley avait toujours eu raison. Ici, Mike doit progressivement trouver sa propre raison de revenir. Il ne choisit pas Boo parce qu'un personnage l'a sermonné. Il l'a choisi parce qu'il comprend, à travers sa loyauté envers Suley, que l'enfant mérite d'être sauvé. Cette évolution donne ensuite à Mike un rôle décisif dans l'action. Dans l'entrepôt, il ne devient pas soudainement plus fort que Suley. Il reste petit, vulnérable et souvent dépassé. Mais il connaît les plans, pense vite et refuse de laisser Randall décider de la situation. La narration visuelle souligne souvent leur complémentarité. Suley prend l'enfant dans ses bras ou déplace les obstacles par sa force, tandis que Mike ouvre la voie, comprend les rails ou crée une distraction. Leur amitié est donc intégrée à la mise en scène. Les deux personnages ne sont pas liés uniquement parce qu'ils se disent amis. Ils sont liés parce que le film montre qu'ils agissent mieux ensemble. L'entrepôt des portes représente peut-être le sommet visuel de Monstre Ainsi. En 2001, la séquence impressionne par sa vitesse et par le nombre d'éléments en mouvement, mais elle tient surtout parce qu'elle reste lisible. Malgré les milliers de portes, le public sait toujours ce que Suley, Mike, Boo et Randall essaient d'obtenir. L'espace est immense, pourtant les enjeux restent intimes. Une porte spécifique compte plus que toutes les autres. Un enfant perdu compte plus que toute la machinerie. Cette capacité à faire cohabiter l'échelle industrielle et la fragilité d'une relation est l'un des grands accomplissements du film. La peur de Boo devant Suley, au milieu de cette poursuite, est la scène qui empêche le film de se contenter d'une victoire d'action. Suley rugit pour sauver l'enfant. C'est un réflexe compréhensible. Mais il voit immédiatement l'effet de ce rugissement sur celle qu'il aime protéger. Le film crée alors une douleur très particulière. Suley a fait la bonne chose dans une urgence, tout en blessant la confiance qu'il voulait préserver. Cette complexité ne ralentit pas la poursuite. Au contraire, elle lui donne un cœur. Le danger ne réside plus seulement dans la possibilité que Randall gagne. Il réside dans la possibilité que Boo ne puisse plus regarder Suley de la même manière. La réparation de cette confiance est discrète. Suley ne prononce pas une excuse élaborée que Boo ne pourrait de toute façon pas comprendre. Il se rend simplement disponible, calme, patient. Il la laisse revenir vers lui à son rythme. Ce respect est probablement la plus belle leçon du personnage. Protéger quelqu'un ne donne pas le droit de décider à sa place de ce qu'il doit ressentir. Suley ne peut pas exiger que Boo oublie sa peur. Il peut seulement continuer à se montrer digne de sa confiance. La punition de Randall dans le monde humain apporte le retour de comédie dont le film a besoin. Après les révélations sur la machine et sur Waternoose, l'histoire aurait pu finir dans une tonalité trop lourde. Au lieu de cela, Randall est confronté à une famille qui ne le perçoit pas comme un génie menaçant, mais comme une créature ridicule et envahissante. La scène fonctionne parce qu'elle retourne son propre imaginaire contre lui. Il avait fait du monde humain un endroit de chasse. Il y devient la proie d'une mère armée d'une pelle. Son camouflage ne lui sert plus à rien, car personne ne respecte son importance. Il serait facile de voir cette fin comme une simple blague, mais elle complète le propos du film. Randall a bâti son pouvoir sur la capacité à terroriser ceux qui ne le connaissent pas. Lorsque les humains réagissent sans suivre les règles qu'il imaginait, son pouvoir se dissout. Il n'est pas envoyé dans une prison prestigieuse, ni battu par un héros plus puissant. Il est réduit à ce qu'il est lorsqu'on retire les structures qui le soutenaient. Un monstre apeuré qui ne sait plus comment imposer sa volonté.
L'arrestation de Waternoose est également très sobre. Rose ne célèbre pas longuement sa victoire. Elle révèle son identité, donne l'ordre d'arrêter les responsables et reprend aussitôt sa manière de parler lente, sèche et presque amusée. Le contraste est parfait. Les personnages qui ont couru dans tous les sens découvrent que l'enquête était menée à leur insu par la personne qu'ils avaient le moins prise au sérieux. Cela donne à la fin un plaisir supplémentaire. Le film ne récompense pas seulement la force et le courage, il récompense aussi l'attention aux détails. Puis vient la porte détruite et la tonalité change une nouvelle fois. Le film aurait pu décider que la capture des méchants suffisait. Mais la vraie conséquence de l'aventure est la séparation de Boo et Sully. C'est une nécessité dramatique. Si Boo restait facilement à Monstropolis, Sully ne serait jamais obligé d'affronter ce que signifie aimer quelqu'un qui appartient à un autre monde. Il faut qu'il la laisse partir. Il faut que la porte soit détruite. Sans cette perte, sa transformation resterait confortable. La mise en scène de cet adieu évite les effets faciles. Boo ne comprend pas toutes les raisons de la séparation. Sully n'essaye pas de lui faire porter le poids d'un discours d'adulte. Il la reconduit, s'assure qu'elle est en sécurité et s'éloigne. Cette retenue fait que le moment touche autant. Les enfants ressentent la tristesse de voir partir quelqu'un qu'ils aiment. Les adultes peuvent reconnaître la forme plus complexe d'un lien qui doit respecter une frontière. Dans les deux cas, le film laisse l'émotion exister sans la surcharger. Le morceau de porte gardé par Sully devient alors un symbole très précis. Ce n'est pas un objet magique qui garantit un retour. C'est une preuve de ce qu'il ne peut pas oublier. Quand Mike le retrouve à la fin de la journée, il ne lui apporte pas une solution immédiate. Il lui montre que l'amitié peut aussi prendre la forme d'un travail silencieux. Mike a récupéré et assemblé les morceaux parce qu'il comprend ce que Boo représente pour Sully. C'est sa manière de réparer ce qu'il a pu réparer, sans prétendre pouvoir annuler la douleur. La dernière ouverture de la porte est brève parce que la véritable résolution a déjà eu lieu. Sully est devenu quelqu'un capable de la franchir sans vouloir contrôler Boo ni son monde. Mike est devenu quelqu'un qui aide son ami à retrouver ce lien. Monstropolis a changé de source d'énergie. La porte ne sert plus à voler la peur d'un enfant, mais à permettre des retrouvailles. En quelques secondes, le film transforme l'objet qui résumait l'exploitation en objet de confiance. Cette inversion finale est plus forte qu'un long épilogue. L'une des raisons pour lesquelles Monstres Ainsi demeure si agréable à revoir est que son humour ne s'oppose jamais à son émotion. Les plaisanteries de Mike, les maladresses du CDA ou les gestes de Boo ne sont pas ajoutés entre deux scènes sérieuses comme des pauses obligatoires. Ils font partie de la manière dont les personnages survivent à la situation. Mike plaisante parce qu'il est nerveux. Boo joue parce qu'elle est une enfant. Les employés répètent des absurdités parce qu'ils vivent dans une bureaucratie absurde. Ainsi, lorsque le film devient plus touchant, il n'a pas besoin de changer complètement de langage. Il approfondit simplement ce qu'il avait déjà installé. La direction artistique participe à cet équilibre. Monstropolis est un lieu rempli de couleurs, de textures et de corps très différents. Certains monstres ont des dizaines de yeux, d'autres n'ont presque pas de visage, d'autres ressemblent à des objets animés. Pourtant, aucune de ces différences n'est traitée comme une étrangeté à expliquer. Le film les accepte dès le départ et laisse le public faire de même. Cette générosité visuelle crée un monde où l'imagination ne devient jamais une barrière. Le spectateur comprend rapidement qui travaille, qui commande, qui a peur et qui est fatigué, même lorsque les personnages possèdent des formes impossibles. La fourrure de Sully occupe une place particulière dans cette réussite. Elle est impressionnante sur le plan visuel, mais elle a surtout une fonction affective. Boo y trouve un refuge. Mike y voit parfois une source de moquerie. Randall peut s'y accrocher durant la poursuite. Quand Sully se déplace, sa fourrure rend visible son poids et son humeur. Une technologie réussie ne se contente pas de faire dire au public « c'est réaliste ». Elle donne à un personnage des moyens supplémentaires d'exprimer ce qu'il ressent. C'est exactement ce qui se passe ici. Le film est aussi attentif à la taille. Sully paraît gigantesque près de Boo, et ce contraste pourrait le rendre naturellement effrayant. Mais l'animation ajuste sans cesse leur relation. Quand il s'agenouille, la caméra se rapproche de son regard.
Quand il porte Boo, ses grandes mains deviennent protectrices. Quand il rugit, sa taille redevient une menace. Le même corps change de sens selon le contexte. Pixar comprend ainsi que le design d'un personnage ne fixe pas sa morale. Il fournit seulement une possibilité que l'histoire doit ensuite orienter. Mike, inversement, est petit et presque entièrement composé d'un œil. Cette forme paraît conçue pour la blague, mais elle lui donne aussi une expressivité immédiate. Un haussement de paupières, un mouvement de bouche ou une posture nerveuse suffisent à faire sentir ses intentions. Son design condense son tempérament. Il regarde tout, s'inquiète de tout, veut voir la suite avant les autres. Quand son œil est caché par un papier ou quand il est coincé dans une situation ridicule, la blague marche parce que le film joue avec l'élément visuel qui définit son identité. Randall, de son côté, est fait de lignes plus fines et plus instables. Il glisse, se plie et disparaît dans les décors. Son camouflage n'est pas seulement une prouesse amusante. Il permet au film de montrer physiquement une personne qui refuse d'être vue telle qu'elle est. Randall veut paraître professionnel devant Waternoose, supérieur devant Sully et rassurant devant Fungus. Mais la couleur qui change sur sa peau trahit son anxiété. Chaque fois qu'il perd patience, son contrôle visuel semble devenir plus fragile. Il est intéressant de voir que Monstres et Si ne présente pas les humains comme moralement parfaits. Les humains n'ont presque pas de temps d'écran, mais le garçon qui s'en prend à Randall et sa mère constitue une image assez brutale. Cette brève scène rappelle que la peur peut exister de chaque côté. Le film ne dit donc pas que les monstres sont mauvais et les humains bons. Il dit plutôt que l'ignorance permet à chacun d'imaginer l'autre comme une menace. Boo et Sully brisent cette ignorance parce qu'ils se rencontrent sans disposer de toutes les protections et de tous les mythes qui séparaient leur monde. La place de la musique est tout aussi mesurée. Randy Newman ne compose pas une partition qui cherche à imposer une grandeur artificielle. Elle suit les mouvements de l'histoire, soutient les moments de jeu et laisse de l'espace aux voix. Dans les scènes de poursuite, la musique renforce la vitesse sans brouiller la géographie. Dans les scènes avec Boo, elle accompagne la tendresse sans la transformer en sentimentalisme. Et dans la dernière chanson, elle permet aux deux voix principales de prendre un ton plus léger après l'émotion de l'adieu. Cette continuité musicale aide le film à passer de la comédie à l'aventure puis à la tristesse sans sembler changer de genre. Le succès de Monstres ainsi s'explique aussi par le moment de son arrivée. Pixar avait déjà convaincu le public que l'animation numérique pouvait raconter de grandes histoires. Mais le studio devait continuer à prouver que cette voie n'était pas limitée aux jouets ou aux insectes. En imaginant un monde entier de monstres, le film choisit un défi visuel plus ambitieux. Il fallait animer des silhouettes nombreuses, des environnements industriels complexes, des portes en mouvement et un héros couvert de fourrure. Le résultat montre une confiance croissante dans les outils numériques, mais aussi dans la capacité du public à suivre un univers très éloigné du quotidien. Pourtant, l'histoire reste ancrée dans des situations que chacun peut comprendre. Il y a un ami qui arrive sans prévenir avec un problème immense. Il y a un travailleur dont la réussite masque une question morale. Il y a une direction qui parle de responsabilité mais demande des sacrifices injustes. Il y a une enfant qui fait confiance à celui qui l'aide. Le film ne dépend donc jamais entièrement de sa mythologie. Même lorsqu'on oublie les noms des institutions et les règles des portes, on comprend ce que ressentent les personnages. Cette simplicité émotionnelle permet aussi au film de ne pas vieillir rapidement. Les références de bureau, les téléphones et certains détails de production appartiennent à leur époque, mais le cœur de l'histoire demeure. Les sociétés continuent de se demander comment elles produisent leur énergie, comment elles répondent à une crise, quels récits de peur elles acceptent et ce qu'elles font des personnes considérées comme différentes. Monstres ainsi n'apporte pas une réponse politique détaillée à ces questions. Il utilise la fable pour rendre visible un choix. Une organisation peut continuer à extraire par la peur ou apprendre à créer par la confiance. Le film évite d'ailleurs un optimisme naïf. La conversion de l'usine au rire est joyeuse, mais elle suppose un immense travail. Les employés doivent modifier leurs pratiques, les machines doivent être adaptées, les habitudes doivent changer. Sully ne se contente pas de remplacer Waternoose derrière un bureau en gardant le même modèle.
La dernière partie montre des postes de travail réinventés, des numéros comiques et un monde qui apprend de nouvelles compétences. Cette précision est précieuse. Une meilleure idée ne devient pas réalité uniquement parce qu'elle est prononcée. Elle demande de transformer les gestes quotidiens. Sulé est le bon personnage pour mener cette transformation parce qu'il connaît l'ancien système de l'intérieur. Il n'arrive pas comme un étranger venu donner une leçon aux travailleurs. Il était leur champion. Il a obtenu les meilleurs résultats selon leurs critères. Son changement possède donc une force particulière. Lorsqu'il affirme implicitement que le rire est meilleur, il ne parle pas par ignorance de la peur. Il parle après avoir été le meilleur à l'utiliser. Cette expérience donne à son choix une crédibilité que le film n'aurait pas obtenue avec un héros qui aurait toujours rejeté son métier. Mike est également indispensable dans ce nouveau modèle. Il était déjà le personnage qui aimait les mots, les effets et les petits dispositifs de scène. Dans l'ancienne usine, ses qualités semblaient parfois secondaires face au prestige de Sulé. Dans la nouvelle, elles deviennent centrales. La fin lui donne ainsi une forme de reconnaissance, sans le faire changer en quelqu'un d'autre. Il ne devient pas un effrayeur. Le monde apprend enfin à apprécier ce qu'il sait faire depuis le début. Cette redistribution des valeurs est l'une des idées les plus satisfaisantes du film. Le héros n'est pas récompensé parce qu'il est le plus fort et le personnage comique n'est pas laissé de côté parce qu'il est moins impressionnant. Chacun trouve une place plus juste lorsque la société cesse de mesurer tout le monde avec une seule unité, le cri. La critique est douce, mais elle est nette. Un système peut perdre énormément de talent en décidant qu'une seule forme de performance mérite d'être valorisée. On peut aussi lire Monstres N.C. comme une histoire sur la parentalité inattendue. Sulé n'est pas le père de Boo et le film ne cherche jamais à le présenter ainsi. Mais il doit apprendre, en quelques heures, à répondre à des besoins qui ne sont pas les siens. Il doit renoncer à la logique du travail, accepter le désordre, apaiser une peur qu'il ne comprend pas toujours et faire passer la sécurité d'un enfant avant sa réputation. Cette expérience le fait grandir sans lui enlever sa personnalité. Il n'est pas soudainement parfait avec Boo. Il apprend en faisant, ce qui rend sa tendresse crédible. Mike représente une autre réaction très reconnaissable à l'arrivée d'un enfant dans une vie organisée. Il voit d'abord le bruit, les dégâts, les horaires bouleversés et les risques. Le film se moque de lui mais ne le méprise jamais. Beaucoup de spectateurs peuvent comprendre sa panique. La beauté de son parcours vient de ce qu'il n'a pas besoin de devenir spontanément à l'aise avec tout. Il suffit qu'il accepte que son confort n'est pas la valeur suprême. À partir de là, il peut mettre ses propres talents au service de Boo et de Sulé. L'amitié des deux héros reste donc le véritable axe du film. Boo déclenche l'aventure et donne à Sulé sa transformation, mais Mike maintient le récit dans une dimension humaine. Il pose les questions que Sulé ne pose pas, rappelle les coups, provoque les disputes nécessaires et revient lorsqu'il décide que son ami ne doit pas affronter seul cette épreuve. Le dernier geste de réparation de la porte vient de lui. Sans Mike, Sulé aurait peut-être sauvé Boo, mais il n'aurait pas eu la possibilité de la retrouver. Cette conclusion donne à leur duo une profondeur rare pour une comédie animée. Les dialogues contribuent largement à cette profondeur. Mike parle vite parce qu'il pense vite. Mais ses répliques servent aussi à cacher son inquiétude. Sulé parle moins, ce qui permet à ses silences de devenir expressifs. Randall choisit des phrases courtes et contrôlées, comme s'il voulait toujours garder une avance. Waternoose utilise le langage de la responsabilité et de la nécessité. Chaque voix possède donc une manière de voir le monde. Le film n'a pas besoin de répéter les traits de caractère dans l'action. On les entend dans le rythme même des conversations. La version française apporte sa propre énergie à cet univers. Les noms, les formulations et le titre Monstres N.C. rendent l'histoire immédiatement accessible à un public francophone sans perdre l'inventivité du monde original. Pour un film qui repose tant sur la vitesse des échanges entre Mike et Sulé, l'adaptation doit préserver le mouvement de la comédie tout en restant naturelle. C'est aussi ce qui explique la longévité du film en France. Il se revoit facilement, se partage en famille et conserve des images que beaucoup de spectateurs identifient immédiatement, de la porte de Boo au grand couloir de l'usine. Les récompenses et les résultats au box-office confirment l'impact du film
Mais ils ne suffisent pas à expliquer sa présence durable. Beaucoup de longs métrages connaissent un grand succès lors de leur sortie, puis s'effacent. Monsters N.C. continue d'être cité parce qu'il associe une idée visuelle forte à une émotion très simple. Tout le monde connaît la peur de ce qui se cache derrière une porte. Tout le monde comprend le soulagement de découvrir que l'être qu'on redoutait n'était pas ce qu'on imaginait. Et tout le monde peut ressentir la douleur douce d'un adieu à quelqu'un qui a changé notre vie. Le préquel Monstre Academy, sorti bien plus tard, reviendra sur la jeunesse de Mike et Sully. Mais le premier film demeure le point où leur relation prend sa forme la plus complète. Il ne raconte pas comment ils se sont rencontrés. Il raconte pourquoi leur amitié peut résister à une épreuve qui remet en cause tout ce qu'ils croyaient savoir. Cette distinction est importante. Une origine peut être amusante, mais c'est souvent dans la crise que l'on découvre ce qu'un lien vaut vraiment. Monsters N.C. donne à ses héros cette crise et ne leur épargne ni la colère ni la perte. Au fond, le film pose une question beaucoup plus sérieuse que son décor pourrait le laisser croire. Que faisons-nous lorsque toute notre réussite dépend d'une idée dont nous découvrons soudain qu'elle est injuste? Sully pourrait choisir de protéger son statut. Mike pourrait choisir de protéger son confort. Waternoose choisit de protéger l'institution. Randall choisit de protéger son ambition. Boo n'a pas besoin de formuler la question. Elle oblige chacun à y répondre par ses actes. Les personnages se définissent alors moins par leur apparence de monstre que par ce qu'ils font lorsqu'un enfant vulnérable entre dans leur monde. La réponse de Sully donne au film son mouvement moral. Il ne se contente pas de penser que Boo est innocente. Il accepte que cette innocence l'oblige à agir contre les règles qu'il respectait. Ce passage de la compréhension à l'action est ce qui fait de lui un héros. Il ne sauve pas Boo parce qu'il possède un plan parfait. Il la sauve parce qu'il refuse d'accepter le plan de Randall et Waternoose, même lorsque ce refus le prive de tout ce qu'il avait construit. La réponse de Mike est plus hésitante, mais tout aussi précieuse. Il commence par vouloir réparer son propre désastre. Puis il voit Sully changer, voit Boo souffrir et comprend que l'amitié ne peut pas rester une affaire de confort. Quand il revient avec Sully, il ne le fait pas seulement parce qu'il n'a nulle part où aller. Il le fait parce qu'il a choisi son camp. Cette décision donne à la dernière partie du film une énergie particulière. Les deux amis n'obéissent plus à leur ancienne vie, ils agissent pour une cause qu'ils ont construite ensemble. La réponse de Waternoose est tragique parce qu'elle paraît pragmatique. Il pense savoir ce qu'il faut faire. Il croit que l'ampleur de la crise lui donne une vision plus large que celle de Sully. Mais son pragmatisme est en réalité une incapacité à imaginer un autre avenir. Il ne voit que deux possibilités. Continuer avec les cris ou laisser Monstropolis s'effondrer. Le rire lui semble probablement absurde parce qu'il n'entre pas dans son tableau de calcul. Son échec vient donc aussi d'un manque d'imagination, alors que le film tout entier célèbre la capacité d'imaginer autrement. Et c'est peut-être là que Monsters N.C. reste le plus moderne. La créativité n'y est pas seulement visuelle, elle est éthique. Inventer une nouvelle machine pour arracher les cris n'est pas une vraie innovation, c'est une version plus efficace d'une mauvaise idée. Imaginer que le rire peut alimenter la ville demande davantage de courage parce que cela oblige à reconnaître que les règles anciennes ont été mal comprises. Pixar place cette découverte dans une comédie familiale, mais elle touche à une vérité très large. Le progrès ne consiste pas toujours à pousser plus loin ce qui existe déjà. Il consiste parfois à changer ce que l'on cherche à produire. Revoir le film après des années permet aussi de remarquer sa maîtrise du rythme. Il commence par nous apprendre les règles de Monstropolis sans nous enfermer dans une longue exposition. Chaque explication est liée à une blague ou à une action. Les scores de l'usine servent à installer Randall. Le CDA sert à montrer la peur collective. Le restaurant sert à faire entrer Boo dans la vie privée des héros. Puis, dès que l'enfant apparaît, l'histoire ne cesse presque plus d'avancer. Les scènes plus calmes, comme la dispute dans l'Himalaya ou l'adieu à la porte, sont placées au moment où l'émotion a besoin d'espace. Cette précision est particulièrement visible dans l'utilisation de Boo. Elle ne disparaît jamais très longtemps du cœur du récit, même quand elle n'est pas à l'écran. Chaque décision est évaluée en fonction de ce qui lui arrivera.
Quand Sully et Mike sont exilés, le spectateur pense à elle. Quand Randall prépare sa machine, elle devient la menace concrète. Quand la porte est détruite, elle reste présente dans l'absence qu'elle laisse. Le film comprend qu'un personnage peut continuer à agir sur l'histoire même lorsqu'il ne parle pas. Il est également remarquable que l'enfant ne soit jamais réduite à un objet de tristesse. Boo possède une énergie comique qui empêche le film de la transformer en symbole figé. Elle dessine, rit, joue à cache-cache, imite les monstres et invente ses propres règles. Ces moments de joie produisent l'énergie qui sauve Monstropolis, mais ils existent d'abord parce qu'elle est vivante et curieuse. Le film ne lui demande pas d'être sage pour être aimé. Il l'aime précisément parce qu'elle déborde du cadre que les adultes veulent lui imposer. Cette liberté se retrouve dans le dernier changement de l'usine. Les employés ont dû apprendre à faire rire, et l'on devine qu'ils ne deviennent pas tous des humoristes parfaits du jour au lendemain. Certains portent des costumes ridicules, d'autres tentent des blagues visuelles. La scène n'insiste pas sur la difficulté, mais elle suggère un monde devenu plus ouvert. Il y a désormais plusieurs manières de produire l'énergie nécessaire. La créativité remplace le classement unique. C'est une réponse économique, mais aussi une réponse humaine. Dans un film moins solide, un tel retournement pourrait sembler trop commode. Pourquoi personne n'avait-il pensé au rire avant ? Monsters & répond indirectement. Parce qu'une société guidée par la peur ne regarde pas ce qui fait rire ce qu'elle redoute. Les monstres ne passent pas de temps avec les enfants. Ils les surprennent, prennent leurs cris et repartent. Ils ne connaissent ni leur humour, ni leur jeu, ni leur capacité à être joyeux au milieu d'une situation étrange. Sully découvre le rire uniquement parce qu'il a été forcé de rester auprès de Boo. La solution existait, mais elle était invisible depuis l'intérieur du système. Cette logique donne une dimension très satisfaisante à la victoire. Sully ne gagne pas seulement parce qu'il est plus fort que Randall. Il gagne parce qu'il a appris quelque chose que Randall ne pouvait pas apprendre tant qu'il voyait Boo comme une ressource. Randall a peut-être la technologie, l'ambition et le soutien de Waternoose. Sully a l'expérience d'une relation. Dans le monde du film, c'est cette expérience qui révèle la source d'énergie la plus puissante. La grande réussite de Monsters & consiste donc à faire de l'émerveillement un outil de compréhension. Les portes, les monstres, les machines et les couloirs ne sont jamais seulement là pour décorer. Ils permettent de parler de la peur sans enfermer le public dans la peur. Ils permettent de parler du travail sans faire un film de bureau. Ils permettent de parler de l'amitié et de la séparation sans quitter le terrain de l'aventure. Le fantastique rend les idées plus visibles parce qu'il les pousse jusqu'à une forme que l'on ne peut plus ignorer. Lorsque le générique arrive, on garde évidemment le souvenir des yeux de Mike, de la fourrure de Sully, du camouflage de Randall et du rire de Boo. Mais on garde surtout la sensation d'avoir visité un monde qui tient debout. Monstropolis possède ses lois, ses métiers, ses peurs et ses erreurs. Il aurait pu rester fermé sur lui-même. Une petite fille est entrée par une porte oubliée et cette intrusion a révélé que les monstres pouvaient changer. C'est une promesse simple, mais elle porte le film avec une force rare. Parfois, ce que l'on appelle une menace est seulement une rencontre que l'on n'a jamais eu le courage de regarder. La dernière image de Sully, souriant dans la chambre de Boo, ne promet pas que tout sera désormais facile. Elle promet quelque chose de plus beau. Il existe encore un passage entre leurs deux mondes, et ce passage n'est plus alimenté par la peur. Pour Sully, Mike, Boo et Monstropolis, cette porte ne représente plus une extraction. Elle représente un lien. C'est ainsi que Monsters & reste, plus de 20 ans après sa sortie, une aventure drôle, inventive et profondément touchante. Il commence avec des monstres qui font peur aux enfants. Il se termine avec un monstre qui a appris à mériter la confiance d'une enfant. Et entre les deux, il nous montre qu'un monde entier peut s'éclairer dès qu'il décide de rire au lieu de trembler. À partir de cette dernière image, on peut mesurer ce que le film a réussi à conserver. Beaucoup d'œuvres pour la jeunesse cherchent à rassurer en effaçant complètement la peur. Monsters & choisit une voie plus fine. Il ne prétend pas que les placards ne font jamais peur, ni que les monstres doivent devenir inoffensifs dans toutes les circonstances. Il accepte que l'imagination enfantine transforme l'obscurité en menace, mais il déplace la question. Et si la créature derrière la porte avait peur elle aussi ?
Et si l'on pouvait apprivoiser cette peur, non en niant son existence, mais en rencontrant l'autre côté? Cette réciprocité donne au film une valeur particulière pour les spectateurs de tous âges. Un enfant peut y trouver une manière douce de regarder un cauchemar familier. Un adulte peut y voir une réflexion sur les préjugés que l'on transmet sans s'en rendre compte. Les monstres ne sont pas monstrueux parce qu'ils possèdent des crocs ou des cornes. Ils le deviennent lorsqu'ils cessent de reconnaître l'autre comme un être vivant. Sully n'abandonne pas son apparence, et Boo ne cesse jamais d'être une enfant humaine. Ce qui change, c'est leur regard. La construction de cette confiance repose largement sur la patience. Sully ne gagne pas Boo grâce à une déclaration spectaculaire. Il l'aide à sortir de situations qu'elle ne comprend pas. Il accepte qu'elle fasse du bruit quand il voudrait du silence. Il découvre ses jeux et ses petits rituels. Il prend le temps de comprendre ce qu'elle appelle « Kitty ». Cette lenteur est importante dans un récit rempli de poursuites. Elle rappelle que la relation qui sauve le film n'est pas née d'un exploit unique. Elle s'est construite entre les urgences, dans les moments où Sully aurait pu choisir de traiter Boo comme un colis encombrant et décide peu à peu de la traiter comme une personne. Le monde de Monstropolis rend ce parcours encore plus frappant parce qu'il a codifié la peur jusque dans son vocabulaire. Les cris sont mesurés, les employés sont classés, les enfants sont désignés comme des risques sanitaires. Une civilisation entière a trouvé des mots pour éviter de dire ce qu'elle fait réellement. C'est une observation très juste sur les institutions. Plus une pratique devient quotidienne, plus elle se couvre souvent de termes techniques qui empêchent de voir les conséquences humaines. La bonbonne d'énergie paraît neutre. Le cri qu'elle contient ne l'est pas. Lorsque Boo rit et produit plus d'énergie qu'un cri, le film ne se contente pas de proposer une nouvelle ressource. Il rend soudain visible tout ce que le langage de l'usine avait caché. Le rire demande une présence, une surprise partagée, parfois une forme de complicité. Il ne peut pas être arraché de la même manière. C'est pourquoi la découverte de Sully est aussi une découverte morale. Il comprend que l'énergie la plus puissante provient d'une interaction où l'enfant reste sujet de son expérience et non matériau de production. Cette différence explique aussi le malaise que suscite la machine de Randall. Sur le papier, elle semble plus performante. Elle réduit les imprévus, accélère la collecte et supprime le besoin d'un talent individuel. C'est exactement ce qui séduit Randall. Pourtant, cette efficacité apparente détruit la seule chose qui rend une action acceptable, la reconnaissance de l'autre. La machine est une caricature, mais une caricature lucide de la tentation qui consiste à résoudre un problème complexe par un dispositif qui retire toute dignité à ceux qui l'affectent. Fungus rend cette critique plus nuancée. Il n'est pas le cerveau du projet. Il n'est pas non plus assez courageux pour y mettre immédiatement fin. Sa peur de Randall le maintient dans la complicité. Mais ses hésitations montrent que le film ne croit pas à une séparation facile entre les grands méchants et tous les autres. De nombreux systèmes injustes reposent sur des personnes qui voient le problème, ressentent un malaise, puis attendent que quelqu'un d'autre prenne le risque de dire non. Quand Fungus finit par ne plus pouvoir ignorer la violence de la machine, le récit suggère qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ce que l'on a laissé faire. La même logique rend Rose si satisfaisante. Elle n'agit pas comme une héroïne flamboyante et le film prend plaisir à nous faire sous-estimer sa présence. Pourtant, elle représente une forme de responsabilité qui manque à Waternoose. Elle vérifie, observe et refuse de confondre le prestige d'une entreprise avec son innocence. Son intervention finale arrive après les actions de Sully et Mike, mais elle montre que les changements individuels ont aussi besoin d'un cadre capable de rendre les abus visibles. Une amitié peut sauver Boo. Une enquête permet d'empêcher que l'abus devienne la norme. Cette complémentarité est l'un des aspects les plus solides du dénouement. Sully ne renverse pas seul Monstropolis. Mike l'aide à survivre et à atteindre l'entrepôt. Boo révèle, par son rire, une autre possibilité. Rose dévoile le crime et fait arrêter Waternoose. Les employés adoptent une nouvelle façon de travailler. Le film reste centré sur deux héros, mais il ne prétend jamais qu'un individu suffit à réparer une société. La transformation est collective, même si elle commence par une rencontre intime. L'idée est discrètement renforcée par la structure de l'usine. Au début, le lieu est très vertical. Les meilleurs scores sont mis en avant.
Waternoose se tient au sommet. Les portes circulent selon un ordre rigoureux. À la fin, l'énergie est produite par une variété de numéros et de talents. La hiérarchie n'a pas complètement disparu, mais la valeur ne dépend plus exclusivement du monstre le plus intimidant. Mike, qui vivait dans l'ombre du champion, devient naturellement utile. Cette évolution donne une résonance nouvelle à leur scène de départ, lorsque l'usine célèbre les performances comme on applaudirait un match. Le titre original, Monsters Inc., possède cette pointe commerciale qui fait sourire. Les monstres ne sont pas seulement une espèce, ils sont une société par action, une marque, une usine et une organisation qui doit produire des résultats. Le titre français Monsters NC conserve ce mélange. Il y a de la fantaisie dans le mot monstre, mais le NC rappelle qu'ils sont liés par un système économique. Cette alliance entre un imaginaire de chambre d'enfant et une satire du travail est l'une des raisons pour lesquelles l'univers paraît immédiatement inventif. Le film ne force toutefois jamais sa critique. Il ne transforme pas Mike en porte-parole ni Waternoose en leçon de management. Il préfère laisser les détails produire le sens. Les tableaux de score, le discours inquiet du patron, les employés qui respectent des consignes absurdes, les clients du restaurant qui paniquent comme si un incident administratif venait de détruire le monde. Cette retenue protège la comédie. Le public peut rire de l'exagération, puis reconnaître ce que cette exagération observe réellement. La mise en scène des espaces joue un rôle essentiel dans ce jeu. L'appartement de Mike est encombré de petits objets et de règles personnelles. Il reflète son besoin de maîtriser le quotidien. Le restaurant est un lieu public où il veut être vu sous son meilleur jour. L'usine est immense, réglée, bruyante, mais capable de devenir un piège. L'Himalaya est ouvert et froid, dépourvu de toute structure familière. Enfin, la chambre de boue est petite, chaleureuse et chargée de jouets. Le film fait passer les héros par ces espaces comme s'ils traversaient différentes manières de vivre. Le contrôle, la performance, l'exil et la confiance. La chambre de boue mérite une attention particulière. Elle n'est pas montrée comme un décor mystérieux rempli de symboles. C'est une vraie chambre d'enfant, avec un placard, des jouets, des dessins et le désordre d'une vie ordinaire. Son importance vient justement de là. Pour les monstres, cette pièce représente le territoire interdit d'une espèce dangereuse. Pour le spectateur, elle est familière. À mesure que Sully la regarde à travers la porte, il est obligé de reconnaître que le monde humain n'est pas une abstraction hostile. C'est le lieu où Boo Dort joue et cherche un réconfort quand elle a peur. Les jouets donnent également au film plusieurs de ses meilleurs gestes d'animation. Boo déguisé en monstre ou jouant avec les objets de Mike n'est jamais un simple gag isolé. Ces moments montrent comment elle interprète le monde qui l'entoure. Là où les adultes voient des outils, des dangers ou des contraintes, elle voit des possibilités de jeu. Cette capacité devient presque contagieuse. Sully, le professionnel de la peur, finit par s'adapter à son rythme. Mike, le maniaque de l'organisation, doit accepter que son appartement puisse être bouleversé. Le rire final de la ville est déjà présent dans cette manière enfantine de transformer tout ce qui existe en jeu. On comprend alors pourquoi le film ne pouvait pas remplacer Boo par n'importe quel adulte humain. Un adulte aurait posé des questions, cherché des explications et tenté d'analyser Monstropolis selon ses propres règles. Boo ne possède pas cette distance, elle réagit immédiatement. Elle a peur de Randall, aime Sully, se méfie des bruits et invente des noms. Son regard n'est pas naïf au sens d'ignorant. Il est direct. Il prive les monstres de leur justification compliquée. Face à elle, soit ils protègent, soit ils exploitent. Il devient impossible de masquer le choix derrière un règlement. La présence de Mary Gibbs participe à cette impression de vérité. Sa voix ne semble pas calculer l'effet qu'elle doit produire. Les sons, les rires et les mots de Boo ont la spontanéité d'une enfant qui répond à ce qu'elle voit. Cette qualité est précieuse, car elle évite que le personnage devienne trop mignon ou trop parfaitement écrit. Boo peut être bruyante, têtue, distraite, affectueuse et parfois difficile à suivre. C'est justement ce qui permet au public de croire que Sully s'attache à une personne, pas à une mascotte conçue pour attendrir. Dans le même esprit, John Goodman donne à Sully une présence qui dépasse la simple voix de héros. Son timbre peut être imposant lorsque Sully travaille, mais il garde une douceur qui rend crédible la relation avec Boo. Billy Crystal, de son côté, apporte à Mike un rythme verbal presque musical.
Il suffit que Mike commence à protester pour que l'on sente à la fois son exaspération, son intelligence et son besoin d'être rassuré. L'alchimie entre les deux interprètes donne au duo une qualité de comédie très naturelle. On croit qu'ils se connaissent depuis longtemps, avant même que le scénario raconte la crise qui va tester leur amitié. Steve Buscemi construit Randall avec une froideur différente. Il ne force pas la menace. Il laisse entendre que son personnage cherche toujours à rester un peu au-dessus des autres, comme si chaque sourire cachait une supériorité. Cette retenue rend ses éclats de colère plus efficaces. Lorsque Randall perd le contrôle dans l'entrepôt, on comprend que son calme n'était pas de la maîtrise, mais une posture. James Coburn apporte à Waternoose une gravité comparable, mais plus institutionnelle. Il donne l'impression d'un homme qui a l'habitude d'être écouté. C'est pourquoi l'aveu de Waternoose pèse autant. Il vient de quelqu'un dont l'autorité semblait initialement rassurante. Les performances vocales ne remplacent jamais l'animation, elles la prolongent. Le film doit faire passer de très nombreuses émotions par des visages impossibles. Sully possède un grand nez, des cornes et de la fourrure. Mike n'a qu'un œil. Randall change de couleur. Rose a peu de mouvement. Pourtant, chacun reste immédiatement lisible. Les animateurs ne cherchent pas à rendre ces monstres humains de manière réaliste. Ils trouvent pour chacun un langage corporel propre. Cette décision préserve la fantaisie tout en permettant l'attachement. On pourrait croire que Monsters & dépend surtout de son concept, et le concept est effectivement remarquable. Mais un bon concept ne suffit pas à faire tenir un long métrage. Ce qui fait avancer l'histoire, ce sont les conséquences. Une porte laissée ouverte provoque l'arrivée de Boo. Sa présence entraîne la fuite du restaurant. La fuite pousse les héros à retourner à l'usine. Leur retour révèle la machine de Randall. La découverte de la machine dévoile l'implication de Waternoose. L'exil force Sully et Mike à clarifier leurs désaccords. Chaque étape naît de la précédente. Cette causalité donne au film une sensation de continuité qui reste très agréable, même lorsqu'on connaît déjà le dénouement. Le récit trouve également un équilibre habile entre mystère et transparence. Le public comprend assez tôt que Randall prépare quelque chose, mais il ne connaît pas l'étendue de son plan. On se doute que Waternoose cache une inquiétude, mais son alliance avec Randall n'est pas immédiatement révélée. Rose paraît suspecte, mais son enquête reste invisible. Ces zones d'ombre ne sont jamais utilisées pour tromper gratuitement. Elles servent à maintenir la curiosité pendant que la relation entre Sully et Boo devient plus forte. Le film ne demande pas au public de résoudre un puzzle complexe. Il lui demande de regarder attentivement les personnes qu'il croyait avoir comprises. Cette invitation à regarder autrement est présente dès le design de Sully. Il possède tous les signes du monstre que l'on dessinerait pour un enfant. Taille imposante, griffes, crocs, cornes, fourrure et rugissements. Mais le film révèle progressivement que ces signes ne disent rien de son caractère. À la fin, les mêmes crocs sourient quand Boo l'appelle Kitty. Les mêmes mains énormes réparent une porte. Les mêmes bras qui pourraient effrayer servent à consoler. Le film ne nie pas l'apparence. Il montre combien nous sommes rapides à lui attribuer une morale. Cette leçon se reflète dans le voyage de Mike. Mike est visuellement bien moins intimidant que Sully, mais il est parfois plus cruel dans ses premiers jugements sur Boo. Il l'appelle problème, menace, désastre, puis il apprend à voir ce que Sully a vu. Le film évite ainsi l'idée simpliste selon laquelle l'apparence impressionnante cache toujours la bonté et l'apparence amusante la légèreté. Les personnages doivent tous apprendre à choisir. Leur physique peut surprendre, mais il ne les absout ni ne les condamne. Le rythme de la conclusion est un autre signe de maturité. Après la poursuite spectaculaire, le film ne cherche pas à faire plus grand. Il ralentit. Il laisse la porte de Boo être détruite. Il montre Sully dans un nouveau rôle. Il offre à Mike le temps de révéler son travail secret. Puis il s'arrête sur un sourire. Cette progression respecte l'émotion du public. Une aventure se termine rarement au moment exact où le danger disparaît. Il faut encore vivre avec ce qui a été perdu, découvrir ce qui peut être réparé et accepter que certaines réponses restent hors champ. La joie du dernier plan vient précisément de cette retenue. Le public ne voit pas les retrouvailles en détail, mais il les imagine. Le film fait confiance à l'imagination qui l'a nourri pendant toute sa durée. Montrer trop aurait affaibli le moment. Entendre la voix de Boo,
Voir la réaction de Sully et sentir que la porte fonctionne à nouveau suffit. Après une histoire qui a tant parlé de passage entre les mondes, la conclusion choisit de laisser une porte ouverte. Cette image explique peut-être la place particulière du film dans la mémoire de ceux qui l'ont découvert à sa sortie. Il possède des scènes immédiatement reconnaissables, mais elles ne sont pas isolées du reste. Le rire de Boo n'aurait pas la même force sans la peur qui le précède. L'entrepôt ne serait pas aussi impressionnant sans la valeur donnée aux portes. La séparation ne toucherait pas autant sans les jeux et les maladresses qui ont construit le lien. Chaque souvenir renvoie à une histoire complète et c'est ce qui permet au film de survivre au-delà de ses répliques les plus célèbres. Plus de 20 ans après 2001, Monstres & reste ainsi un exemple de ce que l'animation peut accomplir lorsqu'elle refuse de choisir entre la fantaisie et l'émotion. Il offre des monstres mémorables, une ville imaginaire cohérente, un rythme de comédie très sûr et une aventure facile à suivre. Mais il ajoute à tout cela une question durable. Que se passe-t-il lorsque l'on cesse de définir les autres par la peur qu'ils inspirent ? La réponse du film est simple sans être simpliste. On découvre des amis là où l'on croyait voir des ennemis. On transforme une machine qui exploitait en lieu qui crée. On apprend que la force ne se mesure pas à la capacité de faire trembler quelqu'un, mais à la capacité de le rassurer. Sully n'a pas besoin de devenir moins monstre pour atteindre cette vérité. Mike n'a pas besoin de devenir moins anxieux. Boo n'a pas besoin de devenir plus sage ou plus facile à gérer. Chacun reste lui-même, mais chacun trouve une manière plus juste d'employer ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle la conclusion ne ressemble pas à une leçon imposée de l'extérieur. Elle semble naître des personnages. Sully met sa force au service de la protection. Mike met son inventivité au service de la joie. Boo apporte son rire. Même Monstropolis, longtemps aveugle, apprend à produire de l'énergie sans faire souffrir ceux qu'elle ne connaissait pas. Au terme de cette histoire, la porte du placard n'est plus un symbole de menace. Elle devient la preuve qu'un monde peut rencontrer un autre monde et en ressortir changé. C'est une image cinématographique très simple, mais elle contient toute la beauté de Monstres & Une porte peut servir à fuir, à voler, à enfermer ou à revenir. Tout dépend de celui qui l'ouvre et de ce qu'il choisit de voir de l'autre côté.